Aujourd'hui, on va parler d'élections, on va parler de démocratie, on va voir pourquoi la première n'est pas forcément la condition de la deuxième, mais surtout ce qu'on va voir, c'est pourquoi aujourd'hui notre démocratie en France n'en est pas une. Moi je suis abstentionniste et à chaque élection c'est la même rengaine, voilà, on me dit pourquoi tu votes pas, le vote c'est l'expression du peuple, c'est la démocratie, tu pourras pas te plaindre après, voilà, ceux qui sont abstentionnistes voient à peu près de quoi je veux parler. Et quand on s'intéresse à la démocratie, qui est un concept vieux comme le monde, et ben on s'aperçoit que notre régime souffre vraiment de la comparaison et que l'outil que l'on utilise, donc l'élection, est plutôt un outil antidémocratique qu'un outil démocratique. Et dans mes recherches, donc, je me suis plongé dans le 18e et le 19e siècle et je retrouve systématiquement cette citation de l'abbé de Sieyès. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. L'abbé de Sieyès, à l'époque, c'est pas n'importe qui, c'est un des fondateurs de la Révolution française, notamment avec son texte « Qu'est-ce que le tiers-État ?» Il est au fondement historique de notre gouvernement représentatif et de notre régime politique actuel. Et déjà à l'époque, ce qui nous explique l'abbé de Sieyès, c'est que la France ne peut être une démocratie et que dans le gouvernement représentatif qu'il instaure, le peuple ne peut agir que par ses représentants et que ces représentants-là n'ont aucune volonté à respecter. Et on peut remonter encore plus loin avec la mythique démocratie athénienne qui nous enseignait un principe majeur de la démocratie, la rotation des charges. C'est-à-dire qu'il faut que les gouvernés puissent devenir gouvernants et que les gouvernants puissent devenir gouvernés. Car comme Montesquieu nous l'enseignait, c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. L'un des autres principes majeurs de la démocratie, c'est le vote. Sauf que dans une démocratie, on va voter pour des lois et non pour des représentants. Une nouvelle fois, c'est Montesquieu qui nous l'explique, et il était aristocrate. Il nous dit le tirage par le sort est de la nature de la démocratie, et le suffrage par choix de celle de l'aristocratie. Donc après l'abbé de Sieyès, on a là un aristocrate qui nous explique que le vote tel qu'on le pratique aujourd'hui est aristocratique. Donc après Montesquieu, après l'abbé de Sieyès, je vais faire appel à un troisième philosophe des Lumières qui nous dit: la souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu'elle ne peut être aliénée, elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que des commissaires, ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple n'a pas ratifiée est nulle, ce n'est point une loi. Et donc l'abbé de Sieyès confirmera les dires de Jean-Jacques Rousseau des années après, et pourtant les deux hommes ne sont absolument pas du même bord politique, mais c'est très clair et net. Dans un gouvernement représentatif, on applique la logique de la représentation, et la logique de la représentation est antidémocratique. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se considère aujourd'hui en démocratie, alors qu'aux prémices de notre régime actuel, c'était clair et net, on était dans une république aristocratique, et surtout qu'est-ce qui s'est passé pour que le simple fait que je vous dise qu'on soit une aristocratie, ça vous fasse grincer les dents. On va donc remonter des siècles avec Samuel Hayat, qui est chercheur au CNRS et qui lui a étudié la mise en place de l'État républicain lors de la Seconde et de la Troisième République. Et donc ce qu'il nous explique, qu'on a un petit peu vu là déjà, c'est que les républicains qui ont instauré le régime que l'on connaît aujourd'hui étaient de base antidémocratiques et qu'ils voyaient le peuple comme indigne de pouvoir, mais surtout qu'ils voyaient le peuple comme une menace pour le nouveau pouvoir bourgeois. Et donc il va me donner quelques exemples, Samuel Hayat, de dire de prise de parole de républicains à l'époque. On a notamment en 1848, donc Sénart, qui était président de l'Assemblée nationale, qui assimile les manifestations pour le droit au travail à l'anarchie, l'incendie, le pillage. On peut aller un petit peu plus loin, en 1871, avec Thiers, qui était président de la République à l'époque, qui dénonce toute grève comme tentative de perturbation sociale qu'il est impossible de souffrir. Donc ça, il le déclare lors de la grève d'Anzin. Et on a également en 1906, on a Georges Clemenceau qui déclare à une barricade CGT: votre moyen d'action, c'est le désordre. Donc voilà, donc là on a trois hommes, trois bords politiques, trois époques, mais pourtant le même discours républicain. Sauf que les républicains, ils se heurtent à une problématique, ils doivent paraître légitimes aux yeux du peuple, et pour ça, ils vont se montrer issus du peuple pour acquérir une légitimité sans faille. Ils vont user de deux techniques, la pacification et la décrédibilisation. Donc dans un premier temps, la pacification. Par exemple, on va remplacer la gestion militaire de la rue par les forces de l'ordre, qui vont opérer ce qu'on appelle encore aujourd'hui le maintien des forces de l'ordre, le maintien de l'ordre.
Et également on a Georges Clemenceau par exemple qui nous dit, encore lui, il accepte les manifestations mais quand elles sont réglées, disciplinées et par des personnes responsables. C'est-à-dire qu'on tente d'instaurer une organisation, une hiérarchisation également du côté de l'opposition. Donc voilà, on a déjà cette première technique qui va être de pacifier la rue tout en se montrant issue d'elle-même. La rue des origines est célébrée, la rue des manifestations est tolérée, la rue révoltée est exclue du champ politique légitime. On permet donc l'expression du peuple, mais lorsque celle-ci est encadrée par le gouvernement en place, l'illusion démocratique s'immisce tout doucement et arrive alors la décrédibilisation qui est sûrement le point le plus important. Donc par exemple, on décrédibilise les manifestations comme l'expression de minorité alors qu'on met en opposition 1789 qui serait vraiment l'expression une et indivisible de tout le peuple français, ce qui bien sûr est complètement faux, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. Et l'outil majeur pour décrédibiliser une manifestation, c'est le vote. Et ouais, c'est vraiment du génie parce que comment contester face à un gouvernement que tu as élu et qui se dit représentant de toi-même? Alors déjà, petit point, au 19e siècle, le suffrage universel qui paraît presque comme une appellation divine, oublie quand même 50% de la population, entre parenthèses les femmes. Tout est illusion, bien sûr, maintenant les socialistes, les ouvriers, le peuple peuvent conquérir le pouvoir et rendre toute contestation caduque. Il faut désormais s'organiser sur le terrain politique et bien en dehors de la rue, et ça c'est Jean Jaurès qui nous l'explique dans Question méthode. Ce n'est pas par le contre-coup imprévu des agitations politiques que le prolétariat arrivera au pouvoir, mais par l'organisation méthodique et légale de ses propres forces sous la loi de la démocratie et du suffrage universel. Le vote, bien sûr, il a pacifié la rue, mais il a également pacifié les contestations, puisqu'il est l'alternative au fusil, il instaure le calme, la paix sociale, la fin des révolutions. Et c'est donc ce que cherche à nous expliquer Samuel Hayat, c'est que les bourgeois républicains, et pour la majeure partie antidémocratique, ils ont trouvé l'outil parfait pour asseoir leur pouvoir, c'est-à-dire de se légitimer aux yeux de tous, aux yeux de la majorité, aux yeux du peuple. Et qu'est-ce que peut bien vouloir d'autre que le peuple si ce n'est la démocratie? Et c'est donc pour ça que les républicains ont joué le jeu de la démocratie sans jamais vraiment le mettre en place. Bon, on commence un petit peu à le comprendre, mais le mot démocratie il a complètement changé de sens au fur et à mesure des derniers siècles, et ça c'est le très médiatisé Étienne Chouard qui nous en parle. Je vous mets d'ailleurs dans ce sens-là un lien dans la description, et il nous explique qu'on a créé un terminus politique, c'est-à-dire que on prétend être dans une démocratie, et comme la démocratie serait potentiellement le régime le plus évolué pour le peuple, et on ne peut vouloir plus, on ne peut vouloir aller plus loin que ce que nous avons déjà. On peut également revenir sur le mot démocratie représentative qu'on met souvent en parallèle avec la démocratie directe. C'est-à-dire comme deux formes de démocratie avec quelques différences. Mais c'est complètement faux parce que la démocratie ne se pratique que directement là. C'est-à-dire que la logique même de représentativité est antidémocratique. Et dans ce sens-là, j'ai trouvé un exemple qui est super parlant, c'est-à-dire que démocratie directe, le terme démocratie directe, c'est comme dire monter en haut. C'est-à-dire que c'est un pléonasme, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens. La démocratie ne se pratique que directement, donc autant dire démocratie. Et démocratie représentative, là c'est un non-sens total, c'est comme dire je monte en bas. Ça n'a aucun sens. François Dupuy-Derry, il a mené une enquête sur le mot démocratie. Je vous renvoie vers un lien YouTube où il explique le projet de son livre Démocratie, histoire d'un malentendu. Il resitue le contexte, il nous explique qu'au XVIIIe siècle, être démocrate c'est très mal vu, c'est être naïf, trop jeune, etc. etc. C'est presque une insulte en fait. Et c'est dans ce contexte-là que la démocratie qu'on connaît aujourd'hui s'est instaurée. Et donc du coup, il va nous expliquer comment la démocratie a fait pour prendre place alors que c'était une insulte. Et donc du coup, il situe ça plus précisément aux alentours des années 1830 sur ces terrains d'études, l'Amérique du Nord et l'Europe. On a les premiers hommes politiques qui se sont déclarés démocrates. Mais ces hommes politiques, ils l'ont fait non pas par conviction, mais plutôt par démagogie. Car encore une fois, la logique, c'est que pour paraître légitime et plaire au plus grand monde, il faut prétendre être démocrate et pas forcément l'être. Alors on pourrait tenter de se dire que la situation elle a bien évolué, depuis que tous ces penseurs ils se sont exprimés, sauf qu'en fait aujourd'hui, aussi bien sur le plan structurel que sur le plan démocratique, on n'est vraiment toujours pas dans une démocratie. Et le comble dans tout ça, c'est que notre démocratie représentative n'est bien sûr pas une démocratie, mais qu'en plus elle n'arrive même pas à être représentative. On peut prendre les chiffres d'une étude de l'INSEE en 2018 qui nous explique qu'il y a 20% de la France qui est ouvrière, non qualifiée et qualifiée, les deux confondus. Et si on va après chercher, donc, et ça je vous mets dans la description, la liste des 577 députés par catégorie socio-professionnelle, on s'aperçoit qu'il y a José Evrard, Caroline Fiat, et c'est tout en fait. Il y a 2 personnes sur 577, 2 députés sur 577 qui sont ouvriers qualifiés et non qualifiés, donc c'est à dire qu'on a quand même 20% de la population représentée par 0,003%.
Et c'est presque pas étonnant qu'aujourd'hui on n'ait aucune représentativité en France quand on voit comment on est riche. Article 27 de la Constitution, le mandat impératif est nul, c'est-à-dire que le mandat impératif n'existe pas en politique, on applique le mandat représentatif. Et le mandat représentatif, il permet à l'homme politique, aux représentants, d'agir sans aucune contrainte, sans aucune obligation extérieure, c'est-à-dire qu'il peut complètement se détacher de la vie du peuple, pourtant fer de lance de la démocratie. Résultat de tout ça, la compétition électorale est truffée de promesses démagogiques puisque le représentant n'a absolument aucune obligation de respecter ses promesses. Et là, on s'éloigne de plus en plus des valeurs que devrait incarner un homme politique. Aujourd'hui, il faut user de démagogie, il faut utiliser de techniques de communication, il faut user surtout d'argent. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui en France, on tend vers une plutocratie, c'est-à-dire un régime où les riches sont au pouvoir. Alors que dans une démocratie, la politique c'est l'affaire de tous. Aujourd'hui, la politique c'est surtout l'affaire des hommes politiques. Et oui, la politique c'est un domaine qui s'est professionnalisé, et ça c'est Daniel Gaxi, politiste né en 1947, qui nous en parle. Il nous explique que la conséquence majeure de cette professionnalisation de la politique, c'est que ça a éloigné le citoyen lambda de la politique, puisqu'il se sent aujourd'hui illégitime du fait qu'il n'aurait pas les capacités à agir politiquement. Vous pouvez coupler à ça l'intermittence trop rare du vote, et bien on se retrouve avec un citoyen qui est amené à penser et surtout à agir politiquement bien trop rarement. Voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à consulter ses travaux sur le sens caché, donc le sens CENS, qui fait référence donc aux restrictions de vote des siècles derniers, et selon lui, il y aurait toujours des restrictions de vote qui seraient en vigueur aujourd'hui, mais bien plus sournoises. Après l'article 27 de la Constitution, on va aller voir l'article 2 qui est sûrement l'un de mes préférés. Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Voilà, on va tenter de déconstruire un peu cette fameuse phrase d'Abraham Lincoln, le pouvoir du peuple. Et bien déjà, autant vous dire que le pouvoir du peuple, il est dans un sale état aujourd'hui, puisque la quasi seule action politique, c'est le vote. Et le vote, il est rarissime et en plus, il est antidémocratique. Le pouvoir par le peuple. Et bien déjà ça c'est une aberration, le pouvoir il est clairement exercé par une classe sociale complètement à part, en l'occurrence la classe politique. Le pouvoir pour le peuple, et bien quel est l'intérêt de la classe politique qui exerce le pouvoir d'exercer le pouvoir pour autrui? Elle ne l'exerce que pour elle-même et c'est presque normal, voilà. Bref, l'article 2 il est vraiment représentatif de l'illusion démocratique qui s'est installée dans nos familles politiques françaises ces derniers siècles, où il ne faut pas être démocrate, mais au moins prétendre l'être, faisant alors de notre démocratie une illusion pour les pauvres, imaginée par les riches.